sous sa dictée. Tout ce qu'elle pouvait me dire, et j'avais encore son parfum, son odeur, je la voyais avec ses petites vestes rouges en coton, ses chemisiers blancs, comme quand nous étions à Marseille, quand j'étais petit. Et tous les soirs, je m'endormais, je montais sur ses genoux, je m'endormais dans ses cheveux, comme ça, et nous étions, en écrivant, je retrouvais ces sensations. Voilà un peu le rôle de l'écriture, c'est d'alléger une souffrance et de renouer des liens quand c'est devenu impossible. D'ailleurs, j'ai dialogué avec elle, et ce sont ces mots. C'est peut-être pour ça que, oui, les jeunes aiment bien ce livre, parce que d'une part, je pense qu'il est peut-être plus universel que les autres. C'est quelque chose qu'on a tous ressenti ou qu'on ressentira. C'est les mots d'une maman qui remontent, et c'est pas... oui, elle m'a communiqué ce métier d'écrivain, ma sensibilité, mes émotions. C'est ma mère qui a construit tout ça. Mais là, ce livre, je lui dois complètement, c'est elle qui me l'a dicté. J'entendais sa voix. Justement, l'une des questions qui m'était venue à l'esprit, c'est quel est le legs de ta mère en tant qu'écrivain? Et la réponse, tu me l'as donnée. Donc c'est elle qui... Toute la sensibilité, je pense que je suis quelqu'un d'assez sensible. Je ne suis pas vraiment un intellectuel parce que je n'ai pas vraiment de formation, je suis un autodidacte. Tout ce que j'ai appris, je l'ai appris en ouvrant des livres au hasard, des chemins. Un livre me tombait sous la main, je le prenais, je le lisais, en Grèce, en Italie, sur les rochers de Calvi. J'ai lu tout et n'importe quoi, de manière anarchique. Mais je n'ai pas de formation intellectuelle, universitaire. J'ai une formation de sensibilité. Ma mère m'a donné tout ce qu'elle avait dans son ventre. Et moi j'écris, là, quand je fais ça, comme ça, tout est là. Toutes les émotions sont là, mais si j'ai un choc affectif, je peux avoir envie d'aller au cabinet en 30 secondes. Je pense que tout est viscéral là. Plus que là, moi j'écris avec mon ventre, peu avec ma tête. Je ne manie pas de concepts, de pensées philosophiques et tout. Tout ce que j'écris, c'est que j'ai trempé ma plume là, c'est viscéral. Donc il n'y a rien qui ne soit un peu autobiographique? Tout est un peu autobiographique. Moi j'aime bien démarrer sur quelque chose, un événement fort qui m'est arrivé. Là on parlait de la mort et de l'enterrement de ma maman, mais la naissance de ma fille a été très violente. Et quand je me suis évadé de cette prison militaire à l'armée et que je suis parti, je me suis retrouvé déserteur, recherché, traqué par la gendarmerie et la police. C'était fort aussi comme situation. Mais peut-être qu'on se crée les situations que l'on aime. J'ai besoin de cette violence parfois pour écrire. Alors, par rapport à ce que tu disais sur le côté littéraire et la préparation, il y a une question qui se pose pour le lecteur, c'est comment ça se construit Elle danse dans le noir, parce qu'on a quand même des chapitres, même si ce n'est pas numéroté, mais on a des retours à un début. Donc comment est-ce que tu as conçu, organisé la narration? Je n'ai pas pensé du tout à une construction. C'est le seul livre où je n'ai pas du tout pensé à une architecture. Il n'y a pas de fondation, il n'y a pas d'édifice. Un jour, j'ai ouvert un cahier, c'est ce que tout le monde peut faire, même ceux qui ne sont pas écrivains. C'est comme un journal, c'est-à-dire j'ai commencé à écrire, depuis que ma mère est morte, je ne tue plus les mouches. Le reste a suivi, mais sans que j'y pense. Je n'ai jamais vérifié même un adjectif, l'orthographe d'un mot. Un jour, j'avais envie d'écrire en pensant à ma mère, et je parlais à ma mère. Le lendemain, j'avais envie de parler de ma fille. Le lendemain, j'avais envie de parler de la prison et des détenus que j'y avais vus la veille. Donc, quand je raconte ma cuite dans le bar Polo, c'est parce que j'en venais du bar Polo. Donc, chaque jour, j'ouvrais les sons sur le portable. Chaque jour, j'ouvrais mon cahier et j'écrivais ce que j'avais vécu. C'est comme un journal. Donc il n'y a pas de... Et ça s'est trouvé comme ça. On passe de ma mère à ma fille, de ma fille aux pommettes, des prisonniers, on revient. C'est Carmen. J'aime bien la musique classique. C'est un petit détail que j'ai remarqué dans les livres que tu écris. Alors, on a la référence à Marilou, hein, effectivement, qui structure presque ce récit, parce qu'effectivement, ce qui m'a paru intéressant dans ce livre, c'est comment on passe du rajeunissement, de l'essor, de l'épanouissement, de l'autre côté à la décrépitude, au vieillissement et à la mort. Donc ça, c'est un des thèmes viscéraux, hein, qu'on trouve dans ton œuvre, et on va peut-être changer d'univers et évoquer maintenant le deuxième livre évoqué, c'est-à-dire On ne s'endort jamais seul. Donc On ne s'endort jamais seul, on est cette fois-ci dans une fiction
mais j'aimerais bien savoir quel est le point de départ de l'histoire. On ne s'endort jamais seul, c'est presque à l'opposé de Elle danse dans le noir. Il m'est arrivé quelque chose ici que je vous racontais tout à l'heure. J'accompagnais une jeune femme à la prison. Moi, j'allais faire écrire mes détenus. Elle allait voir un mec qui était en prison. Et puis, je lui laissais les clés de ma voiture, jusqu'au jour où je me suis aperçu qu'elle utilisait ma voiture. Donc, je n'avais plus descendu en prison. Elle s'est mise à m'insulter, ses frères m'ont insulté. Je me suis battu dans un bistrot à 9 h du matin. J'ai eu un peu de chance, j'ai blessé, enfin, j'ai cassé les dents de mon adversaire. Et toute sa famille m'a condamné à mort. Et j'ai dû faire appel à un de mes anciens élèves, qui était un gros truand, qui venait de sortir après 10 ans de prison. Il faisait partie du milieu marseillais. Il avait fait 10 ans de prison pour un double assassinat. Il avait des machines à sous, il avait des boîtes de nuit. Bon, c'était un homme connu ici, dans la région, et très craint. Lui est arrivé, il a calmé le jeu. À partir de là, ma vie est redevenue quelque chose de très tranquille, paisible. Et j'ai ouvert un restaurant avec cet homme. Et dans le roman, on ne s'endort jamais seul. C'est un peu ça, c'est-à-dire que c'est un facteur à qui on enlève la gamine, et le facteur se trouve dans ma situation, bien pire bien sûr, mais dans ma situation, traquée. Et oui, parce que j'avais oublié de vous dire que ma fille a été bousculée par ces gens-là aussi. Non seulement je me suis battu, mais je me suis battu parce qu'ils avaient bousculé ma fille qui avait 5 ans. Donc l'idée m'est venue à partir de ce petit fait, j'ai amplifié la situation, et donc c'est un truand qui vient à l'aide de ce papa. Et c'est le papa désespéré, clochardisé, qui, avec l'aide de ce truand, vont chercher l'enfant dans les rues de Marseille. Alors justement, c'est Jackie Costello, ce truand. Jackie, plusieurs fois dans la narration, l'auteur évoque le mot voyou, le voyou. Pourquoi est-ce que tu l'appelles le voyou? Parce qu'on s'attache à Jackie, et le fait de l'appeler le voyou, est-ce que ça dénote un jugement, ou le jugement des autres sur lui? Et parce que c'est un voyou. Jackie Costello est quelqu'un que je me suis un peu inspiré de mon associé dans le restaurant. Jackie Costello était un voyou, il est encore. Voyou, truand, voilà, il y a le petit voyou, le petit délinquant, qui peut être un petit dealer, un petit voleur de voiture. Et puis il y a le grand voyou, ce qu'on appelle les beaux voyous, ce que les flics appellent les belles gueules, les beaux voyous. Ce sont souvent les braqueurs. Lui, c'est un braqueur. Et ce Jackie Costello était allé en prison pendant 10 ans parce que lui, il braquait les fourgons et les banques. C'est ce qu'on appelle un braqueur, un grand voyou. Un type qui était un gangster. Voilà. Mais c'est un voyou. Il peut y avoir des voyous sympathiques qui rendent service, et j'ai quelques amis qui sont des voyous, qui sont des grands voyous. Mais je les ai fait écrire pendant des années, et lorsqu'ils sortent de prison, ils viennent me voir ici, on va au restaurant, on se fréquente. Moi, je ne choisis pas mes amis sur un plan de la morale publique. Peu importe qu'ils aient un gros casier. S'ils me sont sympathiques, si je sens une certaine honnêteté, l'honnêteté n'a rien à voir avec les années de prison. Je peux être ami avec un grand voyou qui a fait 10 ans de prison, et ne pas m'entendre avec le pharmacien du coin qui n'a jamais fait une garde à vue, mais que je trouve foncièrement malhonnête. Quand je dis pharmacien, ça pourrait être un charcutier ou n'importe quoi. Ce n'est pas les murs de la prison, pour moi, qui désignent la malhonnêteté. J'ai rencontré des gens très honnêtes en prison, et il y a des gens que je ne fréquente pas à l'extérieur. Ils sont considérés comme honnêtes, mais je ne leur trouve rien. Alors, par rapport à ce personnage, il y a quelque chose qui m'intéresse, la façon dont tu le présentes. Pratiquement, on est à la fin du roman, et voilà ce que dit le narrateur. « Rassure-toi, Antoine, je ne vis pas que dans les souvenirs, en ce moment c'est toi qui m'aides. On va descendre sous terre affronter le démon, je lutte contre lui depuis que je suis né, il danse dans mon sang à chaque heure du jour, c'est moi-même que je vais affronter dans cette métropole. À présent, ne te pose plus de questions, planque le pompe sous ton manteau, c'est l'heure. » Donc là, c'est le personnage de Jackie qui dit ça. Ça lui donne une dimension particulière qui est intéressante. C'est-à-dire qui va au-delà de l'homme, qui fait de lui une sorte de symbole de la lutte des forces du bien contre les forces du mal. Est-ce que c'est ce que tu as voulu traduire? Exactement. Mais c'est chacun de nous, c'est moi, c'est toi, c'est chacun de nous. Cette lutte entre le bien et le mal, elle est à chacun de nous, plus féroce chez certains d'entre nous, qui sont peut-être plus habités par ce qu'on appelle